après cette première partie donc, consacrée à trois notions, hein, statut, fonction, rôle, ce qu'on doit maintenant traiter, hein, et qui normalement est traité avec les surveillants de nuit et les maîtresses de maison, hein, et bien là, cette fois-ci, c'est la question de la responsabilité. Alors c'est une question plus délicate, parce que effectivement la question de la responsabilité, ça veut dire finalement au bout du compte dans quelle mesure moi en tant que surveillant de nuit, en tant que maîtresse de maison, je peux être éventuellement condamné un jour en justice parce que j'aurais fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une question sérieuse, un peu délicate, mais en même temps, bon voilà, on va essayer de traiter ça de façon simple pour comprendre l'essentiel, hein. Et pour comprendre l'essentiel, on va commencer par une chose facile à comprendre, je dirais, par rapport à ça, c'est que on est responsable de ce qu'on fait mal, de ce qu'on ne fait pas alors qu'on devait le faire. On est responsable, en fait, de façon générale, de tous les actes qu'on pose et qui ont des conséquences dommageables sur les autres. Par exemple, la maîtresse de maison qui prépare un repas et qui n'a pas fait attention aux dates de péremption des produits et qui sert un repas qui rend malade une personne, qui l'intoxique ou je ne sais quoi, évidemment, sa responsabilité elle peut éventuellement être engagée. Le surveillant de nuit qui fait pas bien son tour de garde, qui ne relève pas qu'une personne n'est pas dans sa chambre, ou je sais pas quoi, éventuellement il peut voir sa responsabilité engagée, ou pourquoi pas, si la personne se blesse, s'il lui arrive quelque chose, etc. Mais quand vous regardez bien les choses, parce qu'il faut aussi tout de suite aller dans le réel. Alors dans le réel, moi je dirais que des surveillants de nuit, des maîtresses de maison qui se font condamner parce que je sais pas quoi, c'est vraiment très rare. Voilà, c'est ça la réalité. Posez-vous la question vous-même. Voilà. Allez-y, posez-vous la question et dites-vous, moi en tant que maîtresse de maison, ou moi en tant que surveillant de nuit, alors est-ce que je connais quelqu'un qui fait le même métier que moi et qui a été condamné parce que, je sais pas quoi, il a fait un truc qu'il fallait pas faire. Posez-vous la question. Est-ce que moi, dans mon travail, j'ai déjà été mis comment dirais-je, en cause dans une affaire, dans quelque chose qui fait que éventuellement j'aurais pu être condamné, voilà. Donc déjà ça permet de dégonfler un peu les choses et de se dire, bon d'accord, le droit de la responsabilité c'est important, ça peut faire peur, c'est normal, mais en même temps il ne faut pas non plus s'énerver de trop. Là ce qu'on a besoin de comprendre ensemble, c'est plutôt comment ça fonctionne, la question de la responsabilité pour un juriste, quelles sont les questions qui se posent quand il réfléchit à la question des responsabilités, mais ça ne veut pas dire que nécessairement vous allez avoir des problèmes demain parce que je ne sais pas quoi. Avant que vous soyez mis en cause dans une affaire, il en faut quand même pas mal. Alors je vous donnerai quelques exemples, hein, tirés des décisions de justice, pour vous montrer que oui, ça peut exister. Mais en règle générale, je veux dire, le dossier il est gros comme ça, quoi. Avant que vous soyez condamné, il faut vraiment faire une bonne. C'est rarement un truc involontaire, c'est souvent des choses bon, qui sont volontaires, qui sont graves. Sinon, il n'y a pas de condamnation. Bon, alors on va maintenant aller dans le vif du sujet pour comprendre un peu de quoi il s'agit. L'idée, hein, je le rappelle, hein, notre idée c'est de comprendre quels sont les différents types de responsabilités. Là je vais traiter de façon un tout petit peu plus spécifique la question des maîtresses de maison et des surveillants de nuit. Mais en fait, c'est valable pour tous les travailleurs sociaux, c'est pas une spécificité maîtresse de maison, surveillant de nuit. C'est valable pour tout le monde ça. Ce que je vais dire est valable pour tout le monde. C'est même valable pour moi. Même si je ne suis pas surveillant de nuit ni maître de maison. C'est valable pour tous les gens dans la vie en général, leur responsabilité peut être engagée. Alors les responsabilités, il y en a plusieurs. Alors là, j'ai pris mon code civil par exemple. Là, j'ai le code civil. Voilà. Vous voyez, belle bête hein, quand même. Hein. Bon. Alors, le code civil, il prévoit des responsabilités civiles. Voilà.
Et vous connaissez ce truc-là, parce que qui n'a jamais entendu parler d'assurance responsabilité civile? C'est très rare, quoi, je veux dire. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est parce que vous vivez sur une planète qui n'est pas la Terre. Mais en règle générale, vous connaissez le concept de assurance responsabilité civile. Vous avez des enfants, donc vous connaissez le concept. Votre gamin, il blesse quelqu'un dans la cour de l'école, il se blesse lui-même, il fait un truc, machin, bidule. On vient vous voir, vous, parce que vous êtes les parents, et on vous dit, oui, bah, vous avez peut-être une assurance responsabilité civile. Donc tout le monde connaît ça, un peu. Hein. Donc dans le travail, ça existe aussi. Vous voyez, ça n'existe pas seulement parce que j'ai des enfants, parce que je conduis une voiture. On a tous une responsabilité civile quand on conduit sa voiture, ou sa moto. Hein. Donc voilà. Mais ça existe dans le travail, dans le monde du travail. Alors, cette responsabilité civile, celle-là, sa particularité, c'est quoi? Ben, sa particularité, en fait, c'est de se traduire par l'obligation de réparer financièrement, j'entends, le dommage qu'on a causé à autrui. C'est ça le principe de la responsabilité civile. Je cause un dommage à quelqu'un, je dois réparer le dommage causé à cette personne. Alors lui, là, il a été créé en 1804. L'article que je vais vous lire, il date de 1804. Autrement dit, il n'a pas bougé d'une virgule depuis 1804. C'est pour vous dire, le principe de la responsabilité, l'obligation de réparer les dommages qu'on cause, c'est vieux. Hein, c'est vieux, ça a plusieurs siècles. Bon. Alors l'article, il dit la chose suivante. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pas tellement compliqué. Cet article, c'est l'article 1240 qui est là, hein, du Code civil, voilà, qui dit ce que je viens de dire. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Voilà. Alors comment ça se traduit concrètement en tant que surveillant de nuit, maîtresse de maison? Ça veut dire que dans le cadre de votre travail, si vous commettez une faute qui cause un dommage à un usager ou à un tiers, hein, même si ce n'est pas un usager, du moment que ça se passe dans votre travail, eh bien, vous devez réparer. C'est le principe de base. En argent. Et donc, réparer en argent, ça veut dire verser des dommages et intérêts. Maintenant, on va réfléchir un peu. On est dans le cadre du travail, donc je reprends ici mon code du travail. On est dans le cadre du travail. Ce n'est pas un dommage que vous causez à quelqu'un en allant faire vos courses. C'est un dommage que vous causez dans le cadre de votre travail. Donc comme c'est dans le cadre de votre travail, les choses sont très simples du point de vue de la responsabilité civile, c'est-à-dire le dédommagement de la personne en argent, c'est l'assurance responsabilité civile de votre employeur qui paye. C'est ça qu'il faut retenir. Ça suffit. Et c'est écrit dans le Code civil, il est marqué que l'employeur, en fait, est responsable civilement des dommages causés par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà ce que dit le Code civil. C'est la même chose que vous, en tant que parent, vous êtes responsable civilement des dommages causés par vos enfants. C'est le même principe. Donc, là-dessus, la messe est dite. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Je suis surveillant de nuit, je suis maître de maison. Si je cause un dommage à un usager ou à un tiers dans l'exercice de mes fonctions, c'est mon employeur qui, civilement, est responsable parce que lui, en tant qu'employeur, doit m'assurer pour la responsabilité civile. Voilà, c'est simple. Donc, là-dessus, pas de doute, c'est ce qu'il faut retenir, c'est absolument essentiel. Maintenant, il existe des responsabilités qui ne sont pas civiles. Par exemple, si je vous disais, prenez une feuille, voilà, vous avez votre feuille devant vous, un stylo, et dessinez-moi, pour le représenter, hein, le code pénal. Voilà. Vous avez donc 5 secondes pour imaginer le code pénal. Je vais vous dire, la plupart des gens, pour représenter le code pénal, ils auraient tendance à dessiner une cellule, une prison, une personne enchaînée,
quelque chose comme ça. Donc le code pénal, c'est lui, hein, vous voyez, donc, même couleur, hein, le code pénal. Alors lui, il fait un peu plus peur. Il fait un peu plus peur parce qu'effectivement, vous voyez, l'idée d'aller en prison, franchement, c'est pas le truc le plus joyeux qui soit. Hein. Là, on est confiné, alors on est un peu en prison, mais on a les clés encore hein, de la porte. Mais aller en prison, c'est pas facile. Bon, là, vous voyez bien, le code pénal, ça fait peur. Alors, à la différence du code civil, c'est ça la grande différence, c'est que si le maître de maison, la maîtresse de maison, le surveillant de nuit ou la surveillante de nuit commet une faute pénale, une infraction, je reviendrai là-dessus, à l'encontre d'un usager ou d'un tiers dans l'exercice de ses fonctions, le seul qui va en prison, c'est celui qui a commis l'infraction. C'est pas pareil. Là, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas d'article qui dit moi, surveillant de nuit, moi, maîtresse de maison, j'ai commis une infraction, dans l'exercice de mes fonctions, c'est mon employeur qui va en prison à ma place. Ça, c'est sûr que non. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous prenez un véhicule de service et vous dépassez la limitation de vitesse. C'est vous qui payez l'amende. On ne va pas dire quand même à l'entreprise, votre salarié, il a commis une infraction au code de la route, c'est vous qui allez payer l'amende, il ne faut pas exagérer. Et même nous, même sans s'y connaître, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de droit ou de je ne sais pas quoi d'ailleurs, qu'importe. Mais on se dit, non, les amendes, c'est les gens qui... c'est normal, quoi. Enfin, un peu quand même, vous voyez. Donc le code pénal, là, en revanche, dans le monde du travail, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Il s'applique exclusivement aux professionnels qui a commis l'infraction. Ça, c'est sûr. Alors que le code civil, il s'applique à l'employeur du professionnel qui a commis l'acte dommageable. Il y a une différence très, très, très importante. Très importante. Donc voilà pour déjà cette grande distinction. Nous allons voir ensuite, à travers quelques exemples, des situations où les professionnels du social ont vu leur responsabilité pénale engagée, et entre guillemets, c'est eux qui sont allés en prison. Alors, dans les exemples que je donne, ils ne vont pas vraiment en prison, parce qu'il y a prison et prison. Je veux dire, pour vraiment aller en prison, au sens je suis enfermé de la prison ferme, il faut en faire une bonne, une vraie bonne. Donc on va aussi là se calmer, c'est quand même assez rare, et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Donc, on reprend tranquillement. Vous avez en tête ce que je vous ai dit, responsabilité civile, responsabilité financière. L'employeur est financièrement responsable, on va dire, des dommages causés par le salarié, donc surveillant de nuit, maîtresse de maison. Si vous commettez un dommage dans l'exercice de vos fonctions, financièrement, c'est l'employeur qui va en répondre. C'est ainsi. Maintenant, je ne vous cache pas non plus que l'employeur, il peut très bien, lui en revanche, je vous montre, parce que là je récupère mon code, il peut très bien prendre le code du travail et puis dire je considère que vous avez fait une faute professionnelle et en vertu du code du travail, en vertu du règlement intérieur, je vous sanctionne. C'est possible, tout ça c'est possible, mais cela dit, du point de vue purement financier, oui, c'est lui qui va être responsable. Alors, au pénal, je vous disais, en revanche, c'est pas la même chose, c'est chacun est responsable des infractions qu'il commet. Alors, je rappelle très vite ce que c'est qu'une infraction, c'est un manquement à la loi pénale. Donc, là-dedans, il y a la quasi-totalité des infractions qui existent. Je dis la quasi-totalité parce que, il y a du droit pénal dans certaines matières et il n'est pas forcément référencé là-dedans, sinon il aurait un volume multiplié par 4. Voilà. Mais le code pénal de droit commun, je dirais, c'est celui-là quand même. Alors, dans ce code pénal, il y a 3 types d'infractions, 3 grandes familles. Il y a les infractions les plus graves, qui sont les infractions qu'on qualifie de crimes. Donc là, vous allez aux assises, ça fait mal, quoi. Là, on pourrait imaginer, je sais pas, un surveillant de nuit qui assassine un usager. Voilà, ok. Donc là, on est déjà dans l'échelle des infractions, on est très haut. Ou alors qui assassine son chef de service, vous voyez, on tomberait sur des trucs un peu particuliers. Mais c'est possible. Ou alors, les infractions qui peuvent arriver aussi dans le secteur social, les viols ou les agressions sexuelles sur usagers.
C'est possible aussi. Donc là, on est dans le domaine des infractions criminelles. Après, il y a des infractions qui sont des délits. Donc, par exemple, le professionnel qui vole des biens appartenant aux usagers, voilà, qui détourne des fonds. Ben, voilà. Là, on est plus dans le délit. Et puis après, il y a les infractions, les délits, ça va au tribunal correctionnel. Et puis, il y a les infractions plutôt contraventionnelles, c'est les contraventions. Par exemple, si vous donnez une gifle à un usager, mais qu'il n'y a pas de trace physique de votre gifle, on est dans une infraction de type contraventionnel. La gifle, elle vous coûte 750 € maximum. Moi, je vais vous dire un truc, c'est un petit conseil comme ça que je peux vous donner au passage. Mettez-en deux, hein, parce que dans tous les cas, c'est pas au kilo, donc vous aurez 750 € maximum à payer. Bon, voilà. Maintenant, évidemment, ne mettez pas de gifle, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est la classification, hein, les crimes, les délits, les contraventions. Alors je vais vous donner ici quelques exemples. Alors pour donner des exemples, il faut se référer aux décisions de justice, en voilà une. Donc c'est une décision du tribunal de grande instance de Mende du 25 novembre 1993. Voilà. Donc c'est une jurisprudence que j'ai récupérée sur un livre consacré à la responsabilité en travail social, un livre assez ancien d'ailleurs, 1998, écrit par Verdier Rosenzweig, alors Verdier, Pierre Verdier, et Jean-Pierre Rosenzweig, voilà. Donc, un magistrat, Jean-Pierre Rosenzweig, qui est connu d'ailleurs, hein, ça a été pendant des années le président du tribunal pour enfants de Bobigny. Alors, il était connu pour ses positions politiques, etc. On trouve encore des articles, des écrits de Rosenzweig dans la presse actuelle, hein, notamment dans les ASH ou d'autres revues. Il est toujours actif, je dirais, d'une certaine manière. Verdier, je ne sais pas trop quel âge il a, je crois qu'il est encore en activité. Ça a été un ancien directeur de la DRAS à l'époque, hein, qui n'existe plus la DRAS, hein, maintenant c'est la DRJSCS, mais ça a été un ancien directeur de la DRAS, et voilà. Bon, et il est devenu avocat, donc il doit être encore avocat, j'en sais rien. Bon. Mais dans leur bouquin, ils visent une affaire qui est très intéressante. Alors je vous raconte rapidement les faits, hein. C'est un gamin qui s'est défenestré, hein, il avait 13 ans, il a fait une chute de plusieurs mètres, alors qu'il était dans un IME, surveillé par une monitrice éducatrice, en fait, à l'époque, qui a quitté à un moment donné le groupe, et durant cette absence, le gamin est tombé du 2e ou 3e étage, et est mort. Il est mort. Alors bien sûr, le drame absolu, la première chose qu'on essaye de voir, c'est si l'AME, ici, avait commis une faute de surveillance, puisqu'elle a quitté effectivement la surveillance des enfants à un moment donné. Alors on a fait toute une enquête, hein, et on a abouti à la conclusion qu'on ne pouvait pas retenir sa responsabilité, parce que, en fait, elle avait quitté effectivement la présence des enfants alors qu'ils étaient calmes, donc il n'y avait pas de signe qui pouvait laisser penser qu'un des gamins allait peut-être passer par la fenêtre. Ça a été le premier point. Le deuxième point, elle a quitté la présence des enfants, la surveillance des enfants, pour aller ranger le linge. Et le rangement du linge fait partie de sa fiche de poste. Vous voyez, donc rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure, hein, statut, fonction et rôle. C'était une des fonctions dans la fiche de poste. Hein, donc c'est marqué qu'il existe par ailleurs dans les attributions du personnel éducatif de l'établissement de veiller au rangement du linge des enfants. Et donc par conséquent, elle était dans l'exécution normale de son contrat de travail. Donc sa responsabilité a été écartée pour ces deux raisons. Hein. Elle n'a pas commis de faute, donc on ne peut pas la poursuivre en justice. Mais en revanche, vous imaginez bien que cette pauvre monitrice éducatrice, sa carrière professionnelle, sa vie personnelle est très perturbée par une affaire de cette nature. Alors en revanche, dans cette affaire, c'est ça que je veux vous montrer, la directrice a été condamnée. Elle a été condamnée pour avoir mal géré son personnel durant une période de vacances, puisque en effet, on est en plein congé payé, là, les congés d'été, il y a moins de personnel, c'est vrai, dans l'IME,
Et on a constaté que elle aurait eu la possibilité de mettre une personne en plus sur le groupe que surveillait la monitrice éducatrice, qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle avait les moyens de le faire, etc. etc. Donc notre directrice a été condamnée. Voilà un exemple, hein, vous voyez, vous êtes surveillant de nuit, vous êtes maîtresse de maison, vous êtes dans l'exécution normale de vos tâches, par exemple un surveillant de nuit qui fait des rondes, parce qu'il doit faire des rondes la nuit. Bon. Il arrive quelque chose entre le moment où il a fini sa ronde et le moment où il va refaire à nouveau une ronde. Dans cet intervalle-là, si vous voulez, on ne lui a pas demandé de tourner toute la nuit de façon permanente. Donc il y a bien un moment où les personnes sont, entre guillemets, sans surveillance, sans vérification d'un certain nombre de choses. Quand on est dans ces attributions normales, qu'on fait son travail normalement, c'est-à-dire le travail qui correspond à la fonction normale de la maîtresse de maison ou du surveillant de nuit, il n'y a pas de raison que la responsabilité soit engagée, quand bien même il y aurait un problème. Ça, c'est la preuve, si vous voulez. L'affaire de Mende du 25 novembre 1993 en est une preuve. Bon. Donc ça, c'est très important de se le dire quand même. Alors bien sûr, nous, on regarde le travail, les missions que vous avez à réaliser en fonction des structures dans lesquelles vous travaillez. Surveillant de nuit, avec des adolescents, de la protection de l'enfance, surveillant de nuit, dans une structure CHRS, surveillant de nuit, je sais pas moi, dans le champ du handicap, enfin j'en sais rien, quelle que soit la structure, nous on regarde quelle est la mission exacte, les fonctions exactes du professionnel là où il se trouve. Maîtresse de maison dans des structures pour enfants placées par le juge, maîtresse de maison dans des structures pour personnes handicapées, les missions ne sont pas exactement les mêmes. Donc nous on regarde les fiches de poste. Voilà, c'est concret si vous voulez. C'est pas comme ça, bah oui, il devait surveiller, il devait faire un truc, donc il y a un truc qui s'est passé, un accident, donc c'est lui le responsable. C'est pas aussi simple que ça. On regarde de façon très précise. Très très précise. C'est normal, parce que sinon c'est très difficile de bosser. Ça veut dire que quand je vais travailler, je ne sais pas si je vais rentrer le soir ou pas le soir, parce que peut-être qu'il va se passer un truc qui va faire que la gendarmerie va m'arrêter ou la police, puis je vais me retrouver en prison. Bah, il faut quand même, voilà. Donc il faut bien avoir en tête que la responsabilité, même pénale, et surtout pénale, je dirais, d'un professionnel, surveillant de nuit ou maître ou maîtresse de maison, est possible, mais il faut que ce soit caractérisé. Si c'est pas caractérisé, il n'y a pas de responsabilité pénale. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est très très important. Voilà. Je dis tout ça pour pas que vous repartiez avec une trop grosse pression. Il faut pas non plus exagérer. Encore une fois, je le répète, des affaires de responsabilité de professionnels du social, ça existe. Mais il faut y aller quand même, les amis. Il faut y aller. Il faut faire vraiment des trucs gravissimes. Vous voyez, donc ici, dans cette affaire, on a compris, l'AME n'est pas responsable, la directrice l'est, parce qu'à son niveau, elle a mal fait son boulot de gestion de personnel, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Donc vous voyez, donc, une même affaire, deux personnes mises en cause, à des niveaux différents, parce qu'effectivement, les statuts ne sont pas les mêmes, statut de directrice, statut de ME, et puis avec des fonctions, n'est-ce pas, différentes. Le ME, il devait faire son boulot de ME, on a regardé sa fiche de poste, et dans la fiche de poste d'un directeur, il y a la gestion du personnel, il y a la gestion du personnel durant des périodes de congé, il y a un certain nombre de choses comme ça. Bon. Alors sachez quand même que je vais faire comme ça, cette décision, je vais vous la faire parvenir, avec un petit travail à faire, parce que je ne vous ai pas dévoilé en fait tout ce qu'on peut dire de cette décision. Donc je vous la ferai parvenir, je vous poserai quelques questions sur la décision elle-même, et puis on se retrouvera au travers d'une séance comme ça, et on corrigera ensemble. C'est-à-dire que vous pourrez faire parvenir vos questions à Cathy, et moi, je répondrai aux questions. Hein. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va bosser durant cette période un peu particulière du confinement. Alors je voudrais vous donner un exemple. Là, vous voyez, je prends mon code pénal, je suis
à l'intérieur du code pénal, et je vais vous donner un exemple de professionnels au pluriel, c'est-à-dire plusieurs professionnels, toute une équipe en vérité, qui a été condamnée, alors chacun pris individuellement, parce qu'en droit pénal, on ne peut pas condamner un collectif. Hein. On prend les gens un par un, quoi, hein, d'accord? Bon, même si vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire, etc., que vous vous entendez bien, que vous bossiez toujours ensemble, si on doit raisonner en matière pénale, on vous prend individuellement pour savoir si vous avez fait quelque chose qu'il ne faut pas. Hein, on ne dit pas, bon, collectivement, ils ont fait un truc qui ne va pas, on punit tout le monde, quoi. Ça, les sanctions collectives, c'est interdit, hein, donc c'est pas possible. Bon. Mais en revanche, ça s'est passé dans une structure où il y avait toute une équipe de professionnels. Alors, je vais vous lire en fait ici un extrait de la décision qui a été rendue à ce sujet. Alors, on est devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire que c'est une affaire pénale pour une affaire criminelle, ici en l'occurrence des mauvais traitements à l'égard de personnes. Et ça a été jugé par la Cour de cassation le 2 décembre 1998. Alors regardez mon code civil, attendez, je retrouve, voilà, c'est là, c'est écrit là, édition 2020, d'accord, hein, c'est pas un code des années je sais pas quoi, c'est le dernier code en vigueur que j'ai là sous les yeux. Et la jurisprudence, c'est-à-dire la décision de justice à laquelle je fais référence, qui est dans mon code, elle date bien de 98. Ça veut dire que, bon voilà, sur des affaires comme ça spécifiques au secteur social, sérieusement, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Je vous lis un peu ce qui me semble intéressant, puis après j'en fais une phrase de commentaire, hein, on ne va pas y passer la journée, c'est simplement pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Alors, la première chose que fait la Cour de cassation, elle nous rappelle que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Je dis waouh, super, heureusement quand même, hein. Mais cet article-là, c'est un article qu'on a été chercher dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit en effet que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Voilà, c'est le principe. Et dans cette affaire, il y a eu une cour d'appel qui a considéré que ce que je vais vous dire, c'était pas inhumain et dégradant. Donc il y a eu un pourvoi devant la Cour de cassation qui, elle, est venue casser la décision de la Cour d'appel, c'est-à-dire infirmer cette décision en disant ben non, je suis désolé, les traitements dont on parle sont bien des traitements inhumains ou dégradants. Alors voilà ce que dit un peu la Cour de cassation. Elle casse donc l'arrêt qui, pour estimer, justifier les sanctions infligées à de jeunes pensionnaires autistes par le personnel éducatif d'une institution spécialisée, lesquelles consistaient en privation de repas, voilà, enfermement dans un placard, ok, administration de douche froide, très bien, ou alors obligation de ramassage des excréments. Alors, ici, voilà, vous vous dites, on est sur la même planète, ça s'est passé où, c'est quoi cette histoire? Ben, l'histoire, elle est simple, hein, c'est que dans cette institution, il y avait des sanctions qui étaient infligées aux pensionnaires, et elles consistaient, en ce qu'on vient de dire, douche froide, ramassage des excréments, enfermement dans des placards, enfin, voilà. Alors ce qui est extraordinaire, en fait, et c'est extraordinaire, en fait, c'est vrai, c'est de se dire, comment c'est possible? Comment c'est possible? Là c'est pas une personne qui est en cause, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc vous pourriez être dans cette équipe, moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait alors? On constate des trucs comme ça et on est capable de laisser faire? Donc ça pose une question, bah oui, quand je suis dans une équipe et que je constate des choses qui ne vont pas, est-ce que c'est aussi facile que ça d'aller dire, d'aller signaler que des choses ne vont pas? C'est pas ça, voyez. Donc ça pose cette question, parce qu'on ne peut pas dire que tous les gens qui sont là sont des, entre guillemets, des ahuris, qui ne comprennent rien, qui n'ont pas de cœur, qui ne sont pas sensibles. Sûrement pas. C'est pas possible de dire ça.
Ça me paraît très bizarre de dire une chose pareille. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un truc qui est plus fort que l'individu, c'est l'institution. Et des fois, l'institution, elle vous enferme. Alors pourquoi? Moi, j'en sais rien. Moi, je suis un modeste juriste. Je ne suis pas un spécialiste de je sais pas quoi, de tout ça. Je dis simplement que l'institution, des fois, le poids de l'institution vous enferme. Et donc, vous osez pas dire. Alors pourquoi? Parce que le chef de service, parce que le directeur, parce que le pédopsie, parce que je ne sais pas quoi, a une personnalité telle qu'il arrive à influencer tout le monde, à exercer une espèce de pression sur tout le monde. Et moi je me dis, oh, entre guillemets, simple maîtresse de maison, entre guillemets, simple surveillant de nuit, je vais quand même pas les contredire, le chef, le grand ponte. Vous voyez, donc il y a tout ça en fait, hein, c'est complexe. Alors donc là, la Cour de cassation, elle vient dire à la Cour d'appel, vous avez considéré, vous en tant que Cour d'appel, que ça c'était justifié, proportionné au mal que faisaient, alors mal avec des guillemets, hein, les pensionnaires autistes. Pour les calmer, vous faites ça, c'est ça votre façon de bosser. Waouh! Donc voilà, vous avez compris hein, le truc, vous avez bien compris. Bon voilà. Donc là, ouais, le pénal s'est appliqué, ils ont été poursuivis, et condamnés hein, par conséquent. Alors, vous êtes en train de vous dire combien de temps ils ont pris, est-ce qu'ils sont allés en prison, est-ce que c'était de la prison ferme, etc. Ben, je ne sais pas, parce que le résultat, on l'a pas. On n'a pas le résultat. Mais dans tous les cas, on leur a appliqué le code pénal. Dans une affaire comme ça, il risquait d'être très très gros, hein, puisque voilà, ça concerne des personnes particulièrement vulnérables. Et en plus de cela, les professionnels sont considérés à l'égard des personnes particulièrement vulnérables comme des personnes ayant autorité. Par conséquent, c'est une double aggravation, si vous voulez. Non seulement c'est des autistes, mais en plus vous avez autorité. Alors là, c'est la totale. Du point de vue pénal, c'est la totale. Bon, voilà. Donc ici, on est dans la notion de violence habituelle sur des personnes vulnérables. On peut encourir 30 ans de réclusion criminelle, ce qui est quand même pas mal, hein, je pense. Donc on est dans des affaires quand même gravissimes. Mais encore une fois, 1998 ma décision. Donc des affaires gravissimes, pas fréquentes, heureusement quoi. Parce que bon voilà, on peut aussi se dire, ouais, professionnel du social, bon il y a, entre guillemets, il y a des malades partout, je le sais, voilà, on le sait tous. Mais en gros, globalement, quand on regarde un peu, entre le nombre de personnes qu'on accompagne au niveau national, le nombre de professionnels qui travaillent dans les structures au niveau national, proportionnellement, il n'y a peut-être pas tant d'affaires que ça. Ça veut aussi dire quelque part que globalement, on fait notre travail à peu près correctement. Voilà. Et avec les moyens du bord. Bon, ça aussi c'est important de le dire. Donc voilà une première affaire qui nous intéresse. Alors, on va reprendre notre travail. Vous voyez cette décision qu'on vient de voir, donc tribunal de grande instance de Mende, 25 novembre 1993, vous avez compris, irresponsabilité pénale de la monitrice éducatrice, responsabilité pénale en revanche de la directrice. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous donner quelques affaires encore complémentaires. On a vu le cas de cette équipe pluridisciplinaire dans une structure spécialisée accueillant des adultes autistes, avec un dérapage collectif de l'équipe qui fait que bon, il y a eu des condamnations. On a vu ces deux décisions pour l'instant. Maintenant, je vais vous parler d'une autre affaire qui me semble aussi intéressante. Également de responsabilité pénale hein, du professionnel. Alors je vous lis un peu les faits. Alors là je suis dans quoi? Je suis dans un numéro spécial des ASH. Alors je ne sais pas le titre, c'est la responsabilité des professionnels de l'action sociale. Donc la responsabilité des professionnels de l'action sociale. Alors vous savez que les numéros ASH comme ça on peut les acheter à l'exemplaire, hein, donc il suffit de le commander. Mais c'est assez intéressant. 2012. Alors vous me direz, ouais mais bon on est en 2020, il a 8 ans, oui d'accord, ok. Il a 8 ans, mais sincèrement on le réécrira aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on aurait beaucoup d'affaires nouvelles à intégrer dans le numéro. Donc pour moi il est totalement à jour, c'était la 2e édition, il n'y a pas de problème majeur par rapport à ça.
Alors, l'affaire qui est visée ici, c'est une affaire assez intéressante. Alors, je vous lis un peu le passage qui nous intéresse. La responsabilité d'une maison de retraite a été retenue du fait des détournements de fonds commis par l'un de ses employés envers un usager. La pensionnaire d'une résidence pour personnes âgées avait signé plusieurs chèques au profit de la gardienne de la résidence, qui faisait pression sur elle en lui faisant croire qu'elle avait le pouvoir d'assurer son maintien dans la résidence. La salariée avait été condamnée pénalement pour abus de faiblesse, et l'établissement, donc l'EHPAD on va dire, a été condamné civilement à rembourser les sommes qui ont été détournées par la salariée à l'encontre de cette personne âgée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous avez les deux. D'un côté il y a la responsabilité pénale de la salariée, abus de confiance, donc on a pris le code pénal et on a regardé si cette salariée avait abusé de la confiance de cette personne âgée. A priori oui, donc elle a été condamnée. Alors en fait dans l'histoire, la petite histoire, elle faisait croire à la personne âgée qu'elle était sur une liste noire et que tous ceux qui étaient sur la liste noire allaient être exclus de l'EHPAD. Drôle d'histoire, on peut dire. La pauvre personne âgée, seule face à cette professionnelle, elle l'a cru, et elle lui faisait croire qu'elle pouvait la retirer de la liste, et donc éviter qu'elle se fasse exclure, contre rémunération. Donc elle a fait ça plusieurs fois en lui disant « Oui, ça a marché, mais là ils vous ont remis sur la liste, donc il faut me refaire un chèque et je vais... » Voilà, etc. etc. Et évidemment, l'arnaque a été découverte, alors je ne sais pas par quel biais, mais elle a été découverte. Donc la salariée a été poursuivie, encore une fois, sur le fondement du code pénal, abus de confiance, et à partir de là, la salariée a été condamnée pénalement, alors elle a dû payer une amende, elle a peut-être été en prison, j'en sais rien en fait. Mais dans tous les cas, elle a été condamnée pénalement, et le problème qui reste à résoudre, eh bien, c'est le problème de rembourser les sommes qui ont été détournées par la salariée. Qui va être chargé de rembourser les sommes? Et bien là, on reconnaît la responsabilité civile de l'employeur. Donc vous voyez, d'un côté, on a un abus de confiance, c'est la salariée qui commet l'abus de confiance, et c'est elle qui est condamnée personnellement. Et de l'autre côté, on a un préjudice lié au détournement des sommes d'argent, on va dire. Et là, effectivement, on peut, dans ce cas-là, utiliser le code civil, comme je le vous disais tout à l'heure, qui dit que l'employeur, il est civilement responsable des conséquences des dommages causés par son salarié. Et bien donc, dans cette hypothèse, on est dans ce qu'on appelle un abus de confiance aggravé. Et là, en effet, quand on regarde le code pénal, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. Donc c'est ça l'idée d'aggravation. Mais ce qui se comprend finalement au bout du compte, parce que quand on a une autorité particulière sur une personne qui, plus est particulièrement vulnérable, il est logique que celui qui abuse de la confiance, dans ce cas-là, soit puni plus sévèrement. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces affaires qu'on a pu voir sont des affaires qui ont été jugées, pour lesquelles les gens ont subi des peines, etc., etc. Mais je vous disais tout à l'heure, des affaires pénales dans lesquelles les travailleurs sociaux sont condamnés, sont des affaires quand même plutôt rares, c'est ce qu'on va dire, et c'est plutôt vrai ce que je dis, parce que finalement, quand on regarde bien la jurisprudence, on n'a pas beaucoup de dossiers dans ce domaine, et c'est tant mieux pour la profession, parce que c'est pas forcément une bonne chose que d'avoir une mauvaise publicité lorsqu'il y a des affaires qui viennent défrayer la chronique. Ça peut jeter un peu l'opprobre, je dirais, sur tout un corps de métier, donc il faut faire attention à ça. Donc là, vous allez recevoir un document que j'ai préparé, qui contient des décisions de justice. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, je vous propose de lire, de répondre un peu aux questions que je vous pose, et puis ensuite on se reverra par ce même biais. Je ferai une correction en ligne. Il y a même une décision que j'ai déjà un peu commentée dans le cadre du cours,
Donc là, c'est plus facile, mais bon, je pose quelques questions complémentaires. Ça vous oblige à lire un peu la décision. Le conseil que je peux vous donner, c'est vous prenez pas quand même trop la tête. Hein. Faites les choses de manière décontractée, avec le sourire, c'est plus facile. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez remarqué quand même que dans l'intervalle, j'avais changé de chemise. Hein, bon, vous l'aviez vu, je sais que vous êtes observateur. C'est normal, j'avais un petit problème technique, et donc voilà, j'ai réenregistré la suite un peu plus tard. Donc ça, voilà, c'est la vie. Hein. Bon, je vous souhaite déjà un bon travail, hein, et puis on se voit bientôt, hein, tranquillement. Allez, ciao!